Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 2 mars 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment ça va ? Bah écoute Denis, ça va? J'ai l'impression qu'on enregistre tous les 2 jours ou je me trompe? Pour le moment c'est la folie. Les gens vont pas écouter ce podcast tout de suite, juste après le précédent, parce qu'on va quand même essayer d'espacer un petit peu, mais effectivement, presque tous les 2 jours on fait des enregistrements. Et toi tu continues avec d'autres podcasts aussi, donc... Voilà, demain c'est un lifestyle qui s'enregistre c'est... sur le sujet du MVC. Ah ouais, intéressant. Ouais. Donc tu vois, tu as fait une semaine podcast, que ça. Voilà, c'est un métier, hein. Ouais. Et on a encore aujourd'hui un nouvel invité, une personne très intéressante, qui est Isabelle Van Kampenhout, qui est MVP SQL Server, et qui va Alors venir pour les nous francophones, parler. le nom est très difficile à prononcer, donc je suis content que tu la présentes. Tu peux essayer si tu Les veux. francophones, les Français, pardon. Les Français, Oui, voilà. mes amis français y arrivent. Il faut, mais avec un petit peu d'entraînement, je crois que tout à l'heure je suis au point. il faut un peu d'expérience, un peu de pratique. Voilà, on a déjà entendu Isabelle, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, comment vas-tu ? Mais avec plaisir, je vais bien, je suis tranquillement chez moi, que vouloir de plus. Voilà, c'est pareil pour moi aujourd'hui, c'est très bien. J'ai pris un jour de congé en plus pour ça et pour faire d'autres choses, donc c'est magnifique et il fait bon en plus. Et tu vas venir nous parler aujourd'hui d'SQL Azure. Donc on va peut-être présenter un peu ce qu'est SQL Azure et peut-être de manière générale un petit peu ce qu'est SQL. Ce qu'est Azure, pardon. Mais avant ça, je vais peut-être te présenter moi et dire un petit peu qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, tu as fait tes études à l'ULB, qui est l'Université libre de Bruxelles, en Belgique donc évidemment. Et dans quel domaine as-tu étudié ? Oui, alors j'ai fait les sciences politiques, ce qui n'a rien à voir avec le schmilblick, évidemment. Ouais. Mais disons qu'après mes études, j'ai eu la chance de faire une année de formation en télécommunication et réseau, même qu'à l'époque, on appelait ça de la télématique. Hein, ça sent bon le vintage. Ouais. C'était au début des années 90 et après, je suis devenue administrateur réseau, ingénieur système et puis depuis 99, je me consacre à SQL Server. C'est Voilà. ça, administrateur réseau, j'ai noté, tu as travaillé t'as commencé ta carrière pour Interface 3, c'est ça ? Qui est un centre de formation. Oui, absolument. En C'est fait, c'est là-bas que j'avais fait mon année de formation sur les réseaux et les télécoms. Et bon, au moment de chercher un stage, comme j'ai ce talent de paresse naturelle qui est propre aux informaticiens, j'ai proposé C'est de pas de faire la mon stage. paresse, c'est de l'intelligence pour en faire le moins possible. Voilà, de l'efficacité. Donc, j'ai Voilà. proposé de faire mon stage là. Et à la fin de mon stage, ils m'ont engagée. J'ai commencé à donner des formations et à gérer l'informatique du centre dans la foulée. On Ouais, c'est était en ça. nouvelle. Et après, tu es passé chez ESOS, qui est une société qui est bien connue aussi en Belgique. Donc, il y a beaucoup de MVP, je pense aussi, qui viennent de là. Et tu as travaillé 8 ans comme responsable de Business Unit chez ESOS. Et là, tu faisais aussi... c'est là que tu as commencé peut-être à rentrer plus dans le détail d'SQL ? Oui, voilà. En fait, quand je suis arrivée chez ZOS, je suis rentrée dans l'équipe système, hein, parce que j'ai pas tout de suite été responsable, évidemment. Donc, j'ai passé mes certifications pour travailler comme ingénieur système. Et à l'époque, il fallait choisir en plus un produit serveur. Comme j'étais déjà très attirée par les bases de données, j'ai choisi SQL Server. Et donc, pendant tout un temps, j'ai mené une vie un peu double, jusqu'au jour où j'ai décidé de ne me consacrer plus que et uniquement à SQL Server. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vois après, c'est que... déjà, tu as créé une société, si j'ai bien noté, qui s'appelle Easy Data. C'est ça ? Alors oui, ça c'est ma société parce que bon, je suis passée freelance En que je dise 2009. pas oui, j'ai créé Easy Data en 2009, mais je suis passée freelance en 2007. Voilà, donc Easy Data c'est la société avec laquelle, c'est ma société administrative, si tu veux. Ouais. Voilà. Donc, mais sinon, après ça, j'ai collaboré pour un temps avec ICT7 et puis après, j'ai fondé avec un autre MVP, Serge Lucas, ShareQL, C'est en ça. fait. C'est ça, Voilà. c'est ce que je vois. Et donc, et là, c'est plus des formations. Lui est plus orienté SharePoint, je pense, c'est ça ? Et C'est ça. Donc, c'est la ShareQL, combinaison des deux. c'est vraiment la contraction entre SharePoint et SQL. Et donc, mais en fait, tous les deux, chacun dans notre domaine,
on a un profil qui est relativement semblable, à savoir qu'on fait de la consultance, de la formation, des conférences, des audits, et parfois, ben, on joint nos forces, notamment pour faire des audits 360 degrés, donc on passe tout au crible. Ouais. Ouais, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Surtout, enfin, moi je connais beaucoup de sociétés qui seraient intéressées par ce genre de profil. Après, il faut les convaincre pour pouvoir rentrer dans le système et mettre tout ça en place. Et je vois une dernière chose, c'est que tu es membre aussi du club qui est un groupement. Mais qu'est-ce que c'est le clug? CLUG. Ah, le CLUG. Hugues. Alors Le oui, alors clug. il y a le CLUG qui est le Continual Learning User Group. C'est un user group qu'on a fait, je pense que c'était en 2009-2010, mais qui pour l'instant est plutôt en sommeil. Donc il y avait une série j'étais pas encore MVP d'ailleurs à l'époque, il y avait une série de MVP qui en faisait partie. On essayait de donner des conférences une fois par mois. Donc actuellement, le club, il n'existe plus qu'online pour servir comment dire, de repository de liens, etc. Par contre, depuis, j'ai fondé un chapitre virtuel de la Professional Association of SQL Server, qui en fait est un groupe d'utilisateurs, mais qui fait uniquement des webcasts et qui est Ah ouais. spécialement en langue francophone. Et donc j'ai fait ça avec un autre MVP, mais de Montréal. Et le but, c'est de dire, bah, la francophonie, c'est pas que Paris, même si nos amis parisiens sont très impliqués. Tout à Voilà. fait. La preuve avec ce podcast aussi, hein, c'est pas que Paris non plus ce podcast, hein, donc c'est Exactement, très bien. exactement. Et alors depuis, parce que c'est vrai que j'ai pas, c'est marrant que je l'ai pas mis sur ce slide, parce qu'en plus c'est un slide qui était aux Journées SQL Server à Paris, mais depuis plus d'un an maintenant, je fais partie du board du GUS, donc le groupe utilisateur SQL Server, qui est le groupe des utilisateurs SQL Server français, mais bon, qui inclut aussi les voisins suisses et belges, Mhm. et qui organise toute une série d'événements, mais toujours en langue principalement française. Ah. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de SQL Azure et Azure. d'SQL Azure. Ouais. Ouais, alors c'est un des nombreux services que Microsoft y propose dans Windows Azure euh, pour développer en fait des solutions cloud. Mais est-ce que tu saurais un peu nous présenter rapidement, et là c'est un challenge, ce qu'est Windows Azure, quels sont les avantages? Bien sûr, on va se reconcentrer après sur SQL Azure, mais voilà, du point de vue global, Windows Azure, qu'est-ce que c'est, les avantages? euh, Entre guillemets, ça coûte cher, ça coûte pas cher, c'est flexible, c'est pas flexible. On sait déjà les tendances, bien sûr. Mhm. Est-ce que tu pourrais vraiment le challenge nous présenter ça en quelques mots? Alors oui, ça va être en quelques mots parce que sinon on va partir dans un vortex Ah, c'est ça. d'informations. Donc Azure, c'est effectivement la plateforme de solutions cloud qui est offerte par Microsoft. Alors ça part un peu dans tous les sens parce que dessus vous allez avoir les fameux PaaS, SaaS, IaaS, ce sont ces mots avec chaque fois deux A où on se demande un petit peu ce que ça signifie. En gros, on va avoir sur cette plateforme aussi bien la possibilité, par exemple, comme on le verra ici dans la discussion, d'avoir des bases de données SQL qui sont là, qui sont disponibles, mais on peut aussi créer des VM, donc utiliser Azure comme un data center finalement. On va un petit peu en reparler. Et puis à côté de ça, il y a aussi toute une série de services qui sont super intéressants. Euh, Par exemple, vous avez le service bus pour les développeurs qui va permettre de faire l'intégration d'autres applications. Ben voilà, je vois que tu mets la liste. Alors, vous m'en voudrez pas si je vous si je ne vous les cite pas tous, pardon. On va trouver également des services comme le Stream Analytics, on va trouver le Machine Learning. Bon, évidemment, je suis assez orientée sur tout ce qui est data, mais il y a bien d'autres choses qui sont présentes. On va trouver du storage, etc., etc. Oui, Alors, quelle est finalement, la... Oui, Simplement aussi des sites web, hein. On a oui, juste, si on veut bien héberger un sûr. site web, ben, effectivement, Bien Azure sûr. permet de faire ça aussi. Ouais. mais finalement, Azure, c'est une grosse base de données sur lequel on va s'appuyer et proposer plein de services. Alors, ça va beaucoup plus loin qu'une base de données. Et je pense, Non, non, quand je dis c'est un stockage, voilà, je vais être plus généraliste, c'est un stockage. c'est plutôt une infrastructure. C'est une D'accord? infrastructure avec des niveaux de service qui sont plus ou moins élevés. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que depuis qu'Azure est lancé, je pense qu'on a tous pu constater une amélioration dans nos produits Microsoft. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils ont été obligés de les gérer, de les utiliser eux-mêmes.
C'est un peu ironique en fait, hein. Mhm. On a eu du C'est bol. un peu ironique, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont été amenés à développer énormément de choses hein, pour arriver à gérer tout ça de façon souple, de façon dynamique. Donc en dessous, il y a vraiment tout un énorme framework qui a été mis en place. Voilà. Et ben, si on prend un exemple comme SharePoint, donc si on prend Office 365 qui fait partie de l'offre Azure et qui vous offre notamment la possibilité d'avoir un SharePoint online, bon, toute personne qui a été amenée à devoir gérer ou intervenir sur une ferme SharePoint sait à quel point ça peut être un petit peu, comment dire, complexe, voire décourageant de tout avoir opérationnel et OK au bon moment. Et donc, depuis que Microsoft a mis SharePoint Online en place, bah, ils ont dû rentrer beaucoup plus loin dans le produit. Et donc, avec cette logique, on a vu les améliorations arriver beaucoup plus rapidement qu'avant, en fait. Donc ça, c'est un des avantages, je veux dire, du passage vers Azure. Alors, maintenant, si vous avez envie de travailler dans Azure, un des avantages que vous aurez aussi, c'est que vous allez tomber dans un modèle qui est beaucoup plus agile. Donc, il y a le modèle de développement des produits a changé. Vous avez des produits, par exemple, comme la Power BI, où on a sur la partie online une mise à jour par semaine. Donc, on est vraiment dans de l'agilité totale du côté des équipes Microsoft. Ouais, c'est ça. Et il y a une chose aussi que nous, on utilise parfois avec Azure, c'est d'utiliser les services, comme tu viens de le dire, mais ceux dont on a besoin parfois même en production. Mais nous, ça nous arrive parfois de les utiliser même pour faire du testing ou des développements. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de machines virtuelles. Ben, si on doit tester notre application temporairement, pendant quelques jours, sur une machine virtuelle de type Windows Server 2012 ou Windows 7 et autres, ben, au lieu de la créer nous-mêmes et de faire la machine sur notre PC en local, on va sur Azure, on a des machines toutes prêtes, on a juste besoin d'appuyer sur le bouton Play, ça démarre la machine et puis on se connecte dessus et on fait tout notre développement pendant 3 jours sur cette machine-là, quoi. Et donc ça, et après on l'efface et on la supprime. Ouais. Donc c'est vrai que c'est avoir aussi cette capacité d'avoir quasiment de manière instantanée, directement, la possibilité d'utiliser des services disponibles. Oui, 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 c'est vraiment ça. Et dans le cadre justement du IaaS, donc l'infrastructure as a service, ça va être cette possibilité. Donc, je prends un exemple. SQL 2016 est en CTP, donc en Community Technology Preview. Donc, les bêtas se succèdent. Si je les installe localement sur ma machine, je vais avoir les pires problèmes du monde pour passer d'une bêta à une autre parce que les builds ne sont pas compatibles, etc. Je vais dans la galerie des VM dans Azure, j'ai accès à la dernière version. Donc, je peux, en l'espace d'un temps de déploiement, donc une Oui. petite dizaine de minutes, je peux avoir une VM complètement configurée. Et ça va plus loin que ça parce que vous pouvez même déployer des fermes. Donc, si je veux avoir des SQL en haute disponibilité, eh bien, je vais choisir ce modèle dans la galerie et effectivement, je vais pouvoir obtenir ces machines très vite. C'est ça, ouais, on va Et reparler. facilement. Donc, ouais. Et Et facilement. facilement, ouais. Oui, est-ce que ça peut paraître, enfin c'est complexe derrière la machinerie, mais mes interfaces, le portail d'Azure, il est quand même super bien foutu maintenant. Ah, il est très simple, ouais, ça c'est clair, hein. Et le Oui. prix, on Quelques pourra avoir clics. peur de tout ça, le prix, mais finalement, quand on regarde bien, on utilise Azure, on va le payer en fonction de ce qu'on utilise. Et au niveau, par exemple, des bases de données, dis-moi si je me trompe, Isabelle, mais les premiers gigas, je crois qu'ils sont gratuits tous les mois. Il doit y avoir Oui, 5 gigas oui, qui sont gratuits tous les mois. oui. Je parle en données entrantes. Parce que la lecture est gratuite. C'est ce qu'on va ingérer dans Azure, updater dans Azure, qui va être facturé. Alors, on parle de centimes, mais c'est sûr au volume. Mais on en reparlera tout à l'heure. Ouais, Mais il y a un slide c'est dédié à pas ça, ouais. si cher que ça et on en discutera. Mhm. C'est certainement moins C'est-à-dire cher que que si on doit le faire soi-même. voilà, avec un peu d'intelligence, effectivement, on va pouvoir l'utiliser pour un coût qui est réduit. Alors, ce qui est très important aussi, enfin, je ne sais pas si on en reparlera plus tard ou pas, mais ce qui est très important aussi, c'est de bien considérer le TCO, donc ce qu'on appelle le Total Cost Ownership. Donc, prenons un exemple. Si vous êtes dans une société et que vous demandez qu'on vous déploie une VM pour faire un POC, ben, le coût qui est derrière est évidemment plus que simplement le fait d'avoir déployé la VM. Hein, Ouais, ouais, donc, ça, ouais. ce sont Non, des choses qui sont importantes. Mais j'y reviendrai quand on va y on a revenir un effectivement peu un peu plus plus loin. tard sur les prix aussi. Mais donc,
on a bien compris, donc Azure, c'est une multitude de services, d'accès, à la fois de services de stockage et de services business, je veux dire de fonctionnels. Et ici, on va en parler d'un en particulier, qui est plus le stockage avec SQL Azure, mais qui fait partie aussi d'une panoplie d'éléments de stockage. Donc, tu peux nous décrire un petit peu ce qu'on a comme moyen de stockage au niveau d'Azure ? Oui. Alors, la première petite chose qu'il faut que je corrige entre guillemets, c'est qu'on ne parle plus d'SQL Azure. Donc, on a changé le nom. Ah oui, j'étais surprise aussi. On va dire SQL Database sur Azure, tout simplement. Donc, ils appellent ça, le nom du produit, maintenant, c'est SQL Database. Donc, si vous allez sur le site Azure, vous verrez qu'on va vous parler d'SQL Database. Okay. Finalement, c'est pas plus mal, hein, on voit très clairement ce que c'est. Donc, maintenant, pour un petit peu décrire les différentes solutions de data et stockage qu'on va trouver dans Azure, donc il y a ces fameuses bases de données SQL qui sont très très proches de ce qu'on pourrait avoir sur un serveur SQL. Alors, à côté de ça, on peut aussi travailler en NoSQL si on le veut avec DocumentDB. Donc, c'est vraiment de nouveau un database as a service, sauf que c'est pas une database SQL, c'est pas relationnel, etc. Et c'est quoi la différence entre les deux ? Donc SQL Server, ce sont des bases de données relationnelles un peu classiques avec des tables et des relations entre chaque table. Et voilà. DocumentDB ? Mais là, on est vraiment dans du NoSQL, donc on n'est pas dans des bases relationnelles. On va travailler avec de la donnée, ce qu'on appelle de la donnée non structurée. C'est ça, donc on va stocker du JSON ou de l'XML peut-être, enfin surtout du JSON à l'intérieur. Si vous avez entendu parler de MongoDB, ce genre de choses, ça va se retrouver là. Bon, c'est vrai qu'on fait toujours la blague des DBA qui rentrent dans un bar NoSQL et qui ressortent tout dépités parce qu'ils n'ont pas trouvé de table. Voilà. Ouais. C'est bien représentatif en tout cas. C'est un grand classique. Voilà. Alors, à côté de ça, j'ai trouvé qu'il y avait aussi ce qu'on appelle le Redis Cache. Donc, ce n'est pas du tout un concept Microsoft. C'est quelque chose, je pense, que les développeurs d'applications connaissent peut-être un peu plus. Moi, je ne connais pas plus que ça. Je le mets pour la bonne forme. Donc, c'est vraiment un cache qui permet de pouvoir gérer des données qui arrivent très rapidement au niveau de l'application. Voilà. Donc, il n'y a pas énormément derrière, c'est du cache. Alors, ensuite, on va trouver tout ce qui est storage. Alors, dans Azure, il est omniprésent, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez déployer un service, je pense par exemple, si vous faites un event hub, donc vous allez capturer des événements, par exemple avec un objet intelligent qui vous envoie des données, vous allez récupérer ça, ou un flow Twitter, vous allez récupérer des informations sur Twitter avec un event hub pour ensuite analyser dans un stream analytics. Donc ça, c'est un exemple assez classique. Derrière, en fait, lui, il faut bien qu'il stocke son information. Donc, il va vous proposer du storage. Donc, ça peut être du blob storage, ça peut être sous forme de table, ça peut être des queues, ça peut être aussi tout simplement des fichiers et des disques qui vont être sous-jacents, par exemple, à vos VM, etc. Donc, il y a plein de solutions de stockage. Et en général, vous allez les voir apparaître en accompagnement de ce que vous mettez en place. Il va vous dire, attention, ici, on va avoir besoin de storage. Et donc, vous allez devoir nommer le storage, etc. Mais sinon, ça se gère de façon relativement transparente. Et SQL Database utilise aussi les storage, donc les blobs et autres pour stocker ses fichiers physiques ou pas ? Ou il a sa propre gestion peut-être ? Il a sa propre gestion. Ça, c'est tout à fait transparent. On est une couche au-dessus. Donc, voilà. Je ne comprends pas la relation qu'il peut y avoir entre SQL Database et storage en fait. J'ai du mal à comprendre là, quelle interaction il y a entre les deux et comment ça se passe réellement. Pour moi, le storage, je vais parler d'un fichier. On doit copier un fichier qui est en relation avec une database. C'est automatiquement une VM, le fichier, non ? Non, la VM, c'est plus une machine virtuelle où tu réserves un CPU, de la mémoire, où tu peux installer des applications. Ça peut être totalement indépendant alors. C'est complètement indépendant. Alors, quand vous créez une VM, pour que cette VM puisse tourner, en dessous, effectivement, lui, il va avoir du storage. De même que quand, dans la vraie vie, vous créez une VM, vous avez des disques en dessous qui sont des gros fichiers. Là, c'est pareil. C'est ça, le storage, c'est plus le disque. C'est ça. Voilà. D'accord. Voilà. Ah, oui, Tandis que si vous travaillez sur SQL Database, vous ne voyez pas cette couche. Vous travaillez uniquement au niveau de la database. Indirectement, Microsoft en gère une. On ne sait pas comment, mais il y en a une, quoi. Ouais. Bien entendu. Ah oui. Okay. Voilà. C'est peut-être tout l'intérêt aussi. VM, c'est vraiment une VM. On va en remote desktop dessus et puis on est le maître. Et là, on doit tout faire à la papate.
Tandis que dans Ouais, SQL Database, c'est la différence entre louer une maison ou un appartement meublé dans une résidence de service. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse dans Azure, parce qu'il y en a beaucoup qui disent on va faire du cloud, et puis après, qui par exemple, ils créent une machine virtuelle, une VM, et ils la Ça, mettent en route. mhm. Moi, c'est le genre de service qui m'intéresse pas trop dans une VM, parce qu'on doit maintenir. On met un système Bien d'exploitation, un entendu, OS, il faut le maintenir, il faut le patcher, la sécurité. Alors on ne que gagne pas on grand-chose. gagne pas grand-chose. Voilà. Alors que par exemple, SQL Azure, SQL Database, lorsqu'on l'utilise, on n'a rien à faire. Microsoft nous met à notre disposition un espace de gestion de données, de stockage entre guillemets de données, et tout ce qui est mis à jour, que ce soit en termes de sécurité, d'évolution, puisqu'on va en parler par après, mais ça évolue version 2010, 2012, 2014, 2016, c'est lui qui s'occupe de ça aussi pour nous, quoi. Mhm, absolument. En fait, comme tu le soulignes, au niveau d'une VM, il y a encore pas mal de travail à faire. Disons que l'avantage, c'est qu'elles vont être rapidement déployées, qu'il y a des templates pour travailler dessus, mais sinon, on se retrouve dans la situation classique. Là, moi, je parle en tant que DBA, j'ai la machine et je dois tout gérer. C'est Et je ça. dois dire que au départ, je me disais, bon, SQL Database, enfin, à l'époque, c'était SQL Azure, je me dis, oui, mais enfin, bon. Est-ce que pour le DBA, ça a du sens ou pas? Et en fait, si. Et c'est vraiment un produit, quand j'ai commencé à l'explorer, que j'ai trouvé absolument génial. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Ouais. Ok, ben justement, on va peut-être en parler, parce que tu as déjà cité d'ailleurs ces termes-là. On parle souvent de plateforme à ce service, d'infrastructure à ce service, donc des PaaS, des IaaS. C'est Mhm. des gros mots d'abréviation, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, oui, ce slide-ci, je le trouve assez important. Enfin, désolé pour les gens qui ne font qu'écouter. Non, mais on va Donc, l'expliquer. oui, voilà. Donc, en fait, effectivement, quand je veux travailler sur SQL Server, j'ai plusieurs solutions. Alors, il y a la solution qui peut paraître la plus vintage, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un serveur bare metal ou raw iron, c'est-à-dire en pur acier. Donc, c'est vraiment le gros serveur physique. C'est pas complètement dépassé comme approche. Moi, j'en déploie encore parce que, par exemple, il y a des tas de raisons qui vont faire que ce sera la meilleure solution. On a calculé notamment si on a une licence SQL Enterprise, pour la valoriser, on a intérêt à tout consolider sur une machine avec 320 gigas de RAM, si possible. Et bon, à ce stade-là, c'est pas vraiment intéressant de virtualiser avec autant de RAM. Puis on va avoir la main sur pas mal de choses. Donc ça, c'est l'élément zéro, je dirais. On a un serveur physique. On Mais connaît. c'est ça, c'est installé dans l'entreprise, ça, à ce Voilà, moment-là. ça c'est un serveur On physique est... installé dans l'entreprise ou éventuellement dans un data center auquel l'entreprise a accès, mais C'est pas on du a cloud, choisi les disques, on a choisi la RAM, voilà, c'est c'est ça. une vraie machine qu'on peut toucher. Ouais, Alors après, depuis des années dans les sociétés, on a vu apparaître les machines virtuelles pour des tas de raisons de facilité, de gestion, de consolidation, etc. Ça a mis un petit peu plus de temps à se déployer sur SQL parce que bon, c'est quand même un système qui est particulier et qui est gourmand. SQL, il ne faut pas oublier que c'est un OS dans l'OS. Hein. Il gère ses fichiers, il les gère avec son propre système. La mémoire, il se l'accapare puis il la gère. Les threads, c'est lui-même qui décide comment il va aller travailler sur le processeur. Mais bon, on travaille avec des VM au niveau de l'entreprise. c'est ça. Oui, ce qu'il Alors, faut peut-être dire effectivement, qu'on ne sait peut-être pas souvent, c'est qu'SQL Server, comme tu le dis, c'est un OS dans l'OS puisqu'il fait sa propre gestion, parce que l'idée et l'objectif principal d'un serveur de base de données, c'est évidemment de stocker et de récupérer les données qu'on lui donne, ça c'est le minimum, et les bonnes données, mais c'est surtout d'aller très très vite. C'est-à-dire là oui, on parle sur des bases de données qui peuvent avoir parfois plusieurs terabytes avec des millions, voire des milliards de données, et si on a besoin d'avoir une info, il ne faut pas attendre 3 heures, quoi. Il faut l'avoir la plus rapidement possible. Et donc c'est pour ça qu'il va pouvoir gérer lui-même à la fois sa mémoire et peut-être bypasser Windows pour aller lui-même lire et écrire sur le disque dur. voilà, C'est ça. absolument. Absolument. Ok. Alors, l'étape suivante, c'est le passage vers le cloud, c'est de dire, voilà, OK, plutôt que de travailler avec un data center qui se trouve dans mon bâtiment ou un data center que je loue à HP, je vais aller choisir une VM, comme on en a parlé précédemment. Donc, ma machine, en fait, elle va tourner dans les data centers Microsoft dans le cloud. Et là, je vais recevoir toute une série de services. Donc, ils vont peut-être déjà me garantir de la redondance sur mon stockage, etc. Donc, il y a déjà une première forme de transparence qui s'installe, puisque je ne dois plus me poser la question de, tiens, quelle est la vitesse de mon SAN? Tiens, est-ce que c'est redondant, etc. Ouais, Donc, on a déjà une première couche de services. ou C'est bêtement l'électricité. infrastructure.
Oui, Ça, voilà, ou bêtement absolument, absolument. Donc si on a tous une ces panne de courant, il détails-là faut le déjà gérer. sont gommés, Mhm. mais la gestion de la machine en tant que telle reste entre nos mains. Oui, ok. Voilà. Donc on va prendre la machine, on va installer la version d'SQL qu'on souhaite dessus, on va configurer, etc., etc. Alors ensuite, le degré qui vient au-dessus, dans lequel on va trouver Azure SQL Database, hein, Mhm. c'est ce qu'on appelle le Platform as a Service. C'est-à-dire que là, on n'a plus vraiment accès au serveur en tant que tel. On va directement accéder au database. Oui, Et donc, on va avoir toute une série de possibilités. Mais finalement, pour un développeur, au niveau de l'entreprise, pour lui, SQL doit toujours être une plateforme. Quand je déploie des fermes SQL, j'essaye toujours aussi de le faire sous forme de service, c'est-à-dire que quand il y a un développement qui se prépare, j'essaye de faire en sorte que les équipes me rencontrent et puis je dis voilà, nous avons du hosting SQL ici dans la maison, on a tel et tel niveau de service, histoire de rationaliser un petit peu les choses et que pour eux ce soit aussi le plus transparent possible. Et la logique est appliquée à son comble dans Azure SQL Database. c'est ça. Et donc tout ça, c'est, enfin ici résumé sur un slide, c'est tout ce que tu viens de nous dire. Donc c'est SQL Azure par rapport à une machine virtuelle, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Mais tout ça, c'est Mhm. un peu tout ce que tu viens, tout ce dont tu viens de nous parler, quoi. Tout à Ah, l'heure, on parlait. Pardon, mhm. Non, excuse-moi. non, vas-y. Tout à l'heure, on parlait de prix. Là, justement, dans cette comparaison sur le slide, on a les coûts de possession. Et donc là, tu vas pouvoir nous en parler parce que bon, les SQL Database, c'est un service, Platform as a Service. Mhm. Euh, alors, comment Microsoft il va nous refacturer ce truc-là? On a bien compris que c'est comme l'électricité à sa maison, on paye ce qu'on consomme. Comment ça se passe au niveau de Microsoft? Il y a services, hein, ouais, je vais réutiliser le même mot, mais dans un autre Mhm. contexte, il y a différents services que Microsoft nous propose pour Voilà. louer cette location de stockage et de gestion. Oui, donc en fait, on va travailler avec trois niveaux de service possibles. Donc, on va avoir du basique, du standard ou du premium. Alors, chacun de ces niveaux de service va pouvoir être décliné sous plusieurs offres, mais il y aura quand même des caractéristiques euh, de départ qui restent sur ces niveaux de service. Alors, évidemment, je ne peux qu'engager les gens qui écoutent le podcast à ensuite se rendre, je ne sais pas si des liens seront fournis Si, ou si on tout va mettre des liens. simplement aller sur le site de Microsoft parce qu'il y a l'information qui est vraiment bien détaillée. Mais disons à la grosse louche que ce qui va se passer, c'est que selon le type de famille de services sur lequel vous allez vous trouver, vous aurez accès à des options, par exemple, de stockage, bien entendu. Donc en basique, on démarre à 2 gigas, en standard, on peut aller vers 250 gigas, en premium, ça peut aller jusqu'au terabyte de données. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est capacité de stockage. On va parler, et ça, c'est un concept qui est très intéressant, on va parler aussi des DTU. Donc, ça, en fait, c'est un petit peu l'aspect performance de votre machine. Qu'est-ce qu'elle va être capable d'adresser? Ah ben voilà, donc c'est l'unité de transaction des bases de données, le Database Throughput Unit. En fait, c'est la puissance, c'est un petit mélange entre le CPU, ce qui va passer en termes d'IO, et il faut bien savoir que les IOPS, donc les IO par seconde, c'est vraiment quelque chose de très important sur le serveur SQL, parce que comme tu le soulignais tout à l'heure, ben lui, sa responsabilité, c'est de faire en sorte que les choses aillent vite, et pour ça, il a besoin d'une bonne plomberie, Mhm. voilà, et la mémoire. Et donc, si vous voulez, Microsoft, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi des benchmarks et puis ils ont fait des catégories et ils ont créé une unité de consommation. C'est essentiellement là-dessus que la facturation pourra se baser. Et ça va être très pratique parce que ça va nous permettre aussi plus tard euh, de travailler avec un concept qu'on appelle l'élasticité. Mais Ouais, on va y on y va revenir. revenir, ouais. Ouais. Alors, donc, dans les familles de services, il y a quelle est la quantité que je vais pouvoir stocker, quelle est la puissance de traitement, donc le flux qui va pouvoir être traité. Alors après, il y a les notions de
de Point in Time Restore, hein, donc le fameux RPO, à savoir combien de données je peux récupérer. Par exemple, en En basique, arrière. Ouais. je peux revenir en arrière de 7 jours. En premium, je pourrais revenir en arrière de 35 jours. Donc, si je veux être il y a un mois à 2 heures, je pourrais récupérer cette information-là. Et donc Microsoft fait quoi? Enfin, je ne vais pas dire des backups, ne fait pas des enregistrements, mais trace en quelque sorte toutes les modifications pour pouvoir revenir en arrière sur X jours, c'est ça? C'est une vraie forme de backup, en fait, hein. Ah oui, Oui, ok. absolument. Ça, Donc, oui, en Ok. fait, ça nous donne la possibilité de revenir effectivement à un point précis dans le temps. Donc, sur un serveur SQL classique, ce serait en se basant notamment sur des backups du journal de transaction. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent des demandes d'utilisateurs. Bah, ils suppriment une donnée, bien qu'on leur dise voulez-vous la supprimer? Ils disent oui, évidemment. Et puis Mhm. après, on pose la question oui, j'ai fait une erreur, je voudrais la récupérer. Et Oui, donc en là, fait, il y a il moyen, te quoi. manque un message quand tu développes, c'est êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Vous venez de supprimer, votre action était-elle confirmée? C'est Tu ça. sais, c'est le message qui te manque toujours. Ce que je vais faire, c'est bouger les boutons. Tu vois, quand tu approches le bouton oui, il se déplace tout seul pour que ce soit plus compliqué pour J'ai appuyer dessus. j'ai déjà vu ce genre de choses, hein. Mais bon, Ouais, ouais. Oui, non, le oui, plus, non, non, le non, 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 oui. J'ai pas mal de discussions concernant les hautes disponibilités, les récupérations sur incident, donc ce qu'on appelle les disaster recovery, etc. Et c'est toujours très, très délicat de faire comprendre que le plus grand danger reste l'être humain, hein. Ouais. Donc, Oui. C'est pour on ça peut que mettre... souvent, nous, on essaie de résoudre, pas quand c'est la mesure du possible, ça dépend de la quantité Mhm, de données, mais de faire plus des suppressions logiques de données. Donc quand il dit absolument. je veux supprimer, bah, c'est flagué pour être disant ok, la donnée, elle n'existe plus, bien que physiquement, elle existe toujours dans la base. Mais c'est plus compliqué à gérer, plus compliqué en termes de requêtes pour faire récupérer les infos, etc. Et la DB, forcément, elle grossit, hein. Bien sûr. Mais bon, ça, on doit être capable d'adresser du moment qu'on ait fait un bon capacity planning. Mais comme ça Ouais, grossit, bah, il n'y a pas de miracle, c'est toujours un coût. Donc, on va toujours se retrouver dans cette balance et arriver à faire comprendre. Bon, moi, j'ai déjà eu des utilisateurs à qui je demandais, bon, combien de données est-ce que... La question à ne pas poser, combien de données pouvez-vous perdre? Aucune. Bon, ouais. bon, Bon, désolé bien. d'avoir posé la question. C'est logique, ça se passe pas comme question. Voilà, donc c'est pour ça que passer par des services, c'est bien. Je veux dire, même quand on ne travaille pas dans le cloud, en tant que DBA, maintenant, je dis, voilà, j'ai deux niveaux de service, j'ai un standard et un premium. Je vais le faire ainsi, parce que si je dis un basique, personne ne veut, évidemment. Mhm. Mais Euh, sinon, les point in time restore, c'est bien, 7 jours c'est déjà beaucoup, mais la plupart, hein, comme tu le disais, Denis, l'erreur est humaine. Faut vraiment avoir une attaque nucléaire mondiale pour perdre des données d'Azure. Oui, il faut vraiment que le centre de On peut pas. données... C'est Mais- l'humain qui. Enfin, si ça arrive, je oui, pense que ici, bien sûr, le point in time restore, c'est vous qui voulez revenir à un moment M de votre base de données. C'est pas Azure qui va exploser. c'est On est ouais, c'est d'accord. pas ouais. parce que voilà, il y a eu défaillance. Enfin, il Mhm. excuse toujours, mais Azure ne perd pas de données. Juste après, voilà, c'est la redondance ensuite des informations, la réplication de toutes les données pour qu'ils perdent quelque chose. Je sais pas comment ça pourrait arriver, quoi. C'est ça, et ça peut être redondant sur plusieurs sites aussi, hein. Voilà, c'est ça. Donc, à côté de cette notion ici de dire, bon, bah, OK, je voudrais récupérer une copie de ma base de données telle qu'elle était il y a 15 jours, parce que c'est ça, hein, le point in time restore, Mhm. il y a le vrai disaster recovery. C'est-à-dire que là, on va se retrouver dans une situation où on va pouvoir faire, par exemple, soit du geo-restore, dans le cas du basique. Donc, on va pouvoir on, on vous garantit que si le data center d'Europe occidentale tombe, vous savez continuer à travailler. Et puis, vous avez aussi la géoréplication où là, on va pouvoir carrément choisir le nombre de nœuds vers lequel ça va être répliqué. Donc, en gros, si je veux faire un comparatif avec ce qui existe on-premise, c'est ce qu'on appelle maintenant les groupes de disponibilité dans SQL, les availability groups. Donc, c'est avoir la donnée qui est répliquée. Et alors, quand on est sur de l'offre premium, cette donnée qui est répliquée, elle est même accessible en lecture, ce qui permet alors d'avoir des scénarios de balancing qui peuvent être tout à fait intéressants. Par exemple, attaquer un des nœuds en lecture pour faire du reporting sans embêter l'opérationnel, qui est
C'est ça. Un scénario assez classique. Sans limiter les performances des autres, quoi. Ouais. Absolument, parce qu'on sait bien qu'en informatique, où qu'on se place, la lecture et l'écriture sont souvent antagonistes. Et je ne sais pas si on en parle par après, mais je pense que Microsoft, à mon avis, quasiment sur tous les services, fournit aussi ce qu'on appelle un SLA, donc un Service Level Agreement. Donc, il nous garantit que nos données seront tout le temps accessibles à tout moment, et si c'est pas le cas parce qu'il y a un vrai problème, il y a moyen même quasiment d'être payé, je sais pas si c'est en argent, mais enfin, ou en bon d'achat sur autre chose, mais il y a moyen d'être payé par Microsoft, c'est ça, hein? Alors, en fait, là, je ne sais pas exactement ce qu'il en est au niveau des rétributions, mais je Peut-être. pense on travaille sur du triple nine. Alors, du triple nine, je n'ai pas. J'ai des slides qui décrivent exactement ce que c'est parce que j'ai plus les chiffres en tête. Mais donc, c'est 99,9% de disponibilité. Donc, eux, 99%. Pas oui, virgule. non, ça, c'est du quadruple nine. Du triple nine, Oh. Ah oui, il y a 3 9. il y a 3 9. 99,9. 99,9, C'est ça. exactement. C'est ça. Voilà. Et donc, ça correspond, je crois. Oh, c'est vraiment dommage, j'aurais dû. Mais en fait, c'est pas énorme hein, sur une année en termes d'heures Ouais. d'indisponibilité. Mais donc, Moi, j'ai par ça. contrat, il y a quand même quelques heures d'indisponibilité qui sont là. Et en général, ils arrivent à mieux que ça. Mais contractuellement, on va utiliser ce type de terminologie Ça veut pour dire décrire quoi? les moments où ils peuvent éventuellement se retrouver offline. Maintenant, Ça ce veut que dire moi, quoi? pardon? Ça veut dire quoi? Imaginons le résultat fait qu'il y aura une coupure dans le mois de, je veux dire n'importe quoi, 10 minutes. Ouais. Ça Mhm. veut dire quoi pour moi l'utilisateur? C'est que je ne peux pas me connecter, j'ai aucune information, je suis off totalement? Alors, ben, ça pourrait dire qu'effectivement, à un moment, on a des difficultés à être sur le système ou que le système est ralenti. Euh, Ralenti? Ralenti, ça fait partie du temps d'inactivité pour Microsoft? Oh, franchement, j'ai pas le contrat sous les yeux. Je Je sais suis pas. pas rentrée dans ces niveaux de détail. Moi, je pense que le message qui est important ici, parce que souvent les gens sont méfiants hein, envers le cloud. Je suppose que vous avez ce genre d'a priori avec vos clients aussi, Mhm. où on constate que bon, bah, on se dit ah oui, mais non, mais dans le cloud, je sais pas, j'ai pas confiance, etc. Oui, c'est vrai. Alors que quand on y réfléchit, moi, c'est un petit peu la démarche intellectuelle que j'engage à faire. Est-ce que vous avez plus confiance dans un système de data centers qui sont répliqués au travers du monde, qui sont gérés par les gens qui ont créé les produits, les OS, etc., eux-mêmes, qui vous font un contrat avec des niveaux de SLA qui sont garantis, qui sont blindés par des juristes dans tous les sens et sur lesquels il y a des engagements précis et que vous pouvez faire étudier par vos propres juristes, est-ce que vous avez moins confiance en ça que dans votre data center, qui est probablement un petit peu hétéroclite pour des raisons historiques tout à fait valables, hein, mais on connaît tout ça, et qui est géré par des êtres humains que vous connaissez, qui ne sont pas nécessairement soumis aux mêmes exigences, au même niveau de formation, etc. C'est ça aussi la vraie question. Ouais, c'est Ce ça. que moi je constate, parce que je fais pas mal d'audits dans les entreprises, c'est que à l'heure actuelle, on a vraiment, vraiment, vraiment du mal à être sur les bons niveaux de patching, par exemple. Les sociétés ont de plus en plus du mal à patcher parce que les couches sont devenues tellement complexes que ça fait peur. Et plus on a peur de patcher, moins on patch. Euh, on a, comme je le dis, des environnements hétéroclites. On a la complication à avoir un staffing qui est correct. Je pense par exemple aux entreprises publiques où on doit passer par des offres, échanger régulièrement, etc. Donc il y a des tas de choses qui rendent l'opération difficile et surtout, ce que je constate aussi, et je le dis très modestement, quand moi je gère un serveur SQL, ben, je fais du cousu humain. Alors je fais peut-être du très bon artisanat, je ne travaille pas de façon industrielle. Et le cloud, par rapport à ce qu'on fait en on-premise, c'est l'industrie. C'est l'industrie lourde avec des standards, Ouais. avec ses avantages et ses inconvénients. Mais au niveau infra, donc là, je ne parle pas pour les développeurs, parce que vous avez encore toutes les latitudes, hein. Mais voilà, c'est ce à quoi on fait face. On fait face à un système industriel extrêmement puissant. Moi, si je dois gérer une centaine de serveurs, bon, bah, heureusement que je me suis mis à PowerShell, mais j'ai pas la puissance d'action Ouais, de Microsoft. et c'est vrai qu'ici, Microsoft nous donne, quand on dit 99,9
de temps de disponibilité, il met les ressources, il met les moyens, il met l'infrastructure pour avoir ça. Donc avoir des serveurs qui sont redondants, donc il y en a un qui pose problème, plouf, automatiquement il y en a un autre qui se remet en place. Dire ça pète à 2 heures du matin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir réparer ce problème-là. Donc eux, ils ont des équipes à travers le monde qui vont pouvoir régler ça pour nous. Et indirectement, on va le payer derrière le coût. Mais pour moi, c'est quasiment impossible pour qu'une société, en tout cas une société, excepté des très très gros groupes, puisse avoir le même niveau de service et les mêmes qualités avec les mêmes garanties. Est-ce qu'un backup est bien fait? Comme tu disais, est-ce qu'on a mis la dernière patch de sécurité pour empêcher que quelqu'un vienne se connecter sur le serveur? Moi, je ne connais pas de sociétés qui peuvent dire « Ok, je mets ça à ce niveau-là ». Et puis même, ça coûterait excessivement, cher, l'humain, le matériel, tout ça. Il y a pas, je pense pas que... Je pense que le budget là c'est certain. Vite. Mais maintenant, est-ce qu'on pourrait comme ça nous donner quelques estimations de coûts par rapport à l'option de base, au standard et le premium pour une base de données? Est-ce que combien ça coûterait? En gros, quels sont les tarifs que Microsoft propose déjà pour commencer avec sa première database sur Azure? La première database, donc une database, on va dire, tout à fait basique. Eh bien, on va se retrouver à un budget d'environ... Donc, eux, ils comptent par heure, mais heureusement, ils vous disent ce que ça risque de vous coûter par mois. Donc, ce sera environ 5 € par mois. Ils comptent par heure. Ils comptent par heure parce que si on arrête l'instance, si on arrête SQL Server en cours de journée ou en cours de mois, on ne paye plus. C'est ça, hein? Oui. Voilà, donc là, il y a moyen de jouer un petit peu là-dessus. Si on le souhaite, effectivement, on peut suspendre le service. Donc là, si on est dans des environnements de tests, de POC et autres. Ouais, alors, 5 € par mois, c'est le plus bas de l'échelle. Ça veut dire que j'ai une base de données qui a combien de gigas? 2 gigas. D'accord. Maximum 2 gigas, oui. Oui, voilà, exactement. Alors, par contre, on peut se trouver avec un facteur 1000, même plus que 1000, puisqu'on est à près de 6 000 € par mois, si on va sur une machine premium. Alors, premium, ça veut dire quoi? C'est qu'on a du SSD, c'est qu'on a du DTU à crever, c'est qu'on a 1 TB de données disponibles, etc. Là, on va se retrouver sur du 6 000 € par mois. D'accord. Alors, ça, c'est au plus cher. Voilà, c'est au plus cher. Alors, ce qui est particulièrement intéressant ici dans les prix, au-delà des prix eux-mêmes, c'est de se dire que tout à coup, on a ce prix qui est un peu masqué dans l'entreprise. Parce que moi, je vous mets au défi de me dire ce que vous coûte exactement votre infrastructure SQL par mois. Ouais, c'est vrai. Je suis certain que c'est beaucoup plus cher parce qu'il y a forcément le côté humain. Mais ici aussi, matériel, il est là. Mais je veux dire, mise à jour. Voilà. Donc, essayez de calculer ce que ça vous coûte dans votre société. Donc, il y a le prix du consultant qui vient de temps en temps, il y a le prix du DBA, il y a le prix d'électricité, il y a le prix de la machine, il y a le prix de ceci, il y a le prix de cela. Et c'est très rare les sociétés qui ont la maturité suffisante que pour être arrivées à ce niveau-là, en ayant tout pris en compte. Tu es expert SQL Database, mais si à côté de moi j'avais un expert Office 365, il va me dire la même chose. Exactement. Donc ça, c'est vraiment... Et pour moi, ça implique quoi? Ça va impliquer un changement de paradigme dans la façon de travailler. C'est-à-dire que si on se met à travailler, par exemple, sur de l'Azure SQL Database, on ne va plus se poser ces questions-là. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction du type de machine qu'on va devoir adopter, parce qu'on a besoin de puissance, parce qu'on a besoin de stockage, le seul curseur sur lequel on va pouvoir jouer maintenant, dans les choix qu'on fera, c'est le développement. C'est la qualité du développement, c'est ce que le développement demande comme puissance. Et donc ça, c'est quelque chose qui me fait sourire comme DBA, parce que j'ai une double zone d'action, moi, hein, sur mon serveur SQL. La première zone d'action, c'est de m'assurer qu'il y a une bonne machine, une bonne chaudière. Et il y a souvent du travail à faire, ne serait-ce qu'au niveau la config avec les SAN, la configuration SQL elle-même, etc. Il y a pas mal de boulot à faire. Mais ensuite, je ne vais pas avoir la meilleure chaudière du monde. C'est ce que je dis toujours, si les fenêtres sont ouvertes, il ne fera pas plus chaud. Les fenêtres, c'est quoi? C'est l'application qui tourne. Et vous avez une immense responsabilité de ce côté-là. Si vous attaquez les données row by row, hein, ce qu'on appelle le RIBAR, le row by agonizing row, c'est-à-dire que dans vos routines de travail avec SQL, vous n'êtes pas efficace,
bah, vous allez générer énormément de trafic, vous allez générer énormément d'IO. Si vous sizez mal, si vous modélisez mal les tables dans la base de données, ça va prendre beaucoup plus de place parce que vous Ça avez coûtera. laissé partout du car 255, je caricature, et ça va coûter plus cher. Alors actuellement, on le voit pas tellement. On dit, oh, ça rame, bon, bah, on va essayer d'optimiser, oh, c'est pas ce qu'on veut. Mais il n'y a pas cette notion de coût. Tandis que là, fatalement, si on travaille avec des bases de données qui sont sur Azure, et on voit que, tiens, depuis qu'on a déployé la dernière release de telle application, ben zut, Ça nous on a coûte dû plus cher. changer, on a dû changer de modèle et ça coûte plus cher. Vous En voyez ce plus, que je veux dire? ce qui est intéressant, c'est qu'on a quasiment l'estimation du prix presque temps réel de mémoire, hein. Oui, oui, oui. Donc on peut Autre observer chose, ça. Mhm. voilà, la chaudière, elle est bien, hein. On a une super chaudière. On a commencé avec une simple base de données, mais tout doucement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'occupants et j'ai de plus de salles à chauffer. J'ai moyen de pousser, de faire évoluer ma chaudière? J'allais Oui, poser la voilà. question. Oh, Oui, je désolé. pense que tu veux m'amener vers le sujet de l'élasticité, qui est un Ouais, sujet que je trouve tout à fait emballant. Effectivement, donc ça, c'est aussi une des grandes forces dans l'offre database sur Azure, c'est qu'on va avoir la possibilité, bah, en cours de route, de dire, oh là là, je manque de puissance, là, ok, je vais switcher, je vais passer d'un modèle à un autre. Donc ça, c'est une première chose, de dire, bon, bah, j'étais sur un S2, il est peut-être temps que je passe en premium ici, comme ça j'aurai des disques plus rapides. Et ça, C'est c'est une juste une molette à l'écran. Alors, effectivement, en gros, c'est une molette à l'écran, mais il y a un petit temps quand même d'indisponibilité de la database, le temps que lui fasse son ajustement. Ah, et Mais D'accord. c'est rapide. la Mais c'est base est rapide. quand même indisponible parce qu'il n'y a pas des autres serveurs. Il peut pas faire ça comme il y en a plusieurs qui sont en route en même temps. Il peut pas faire. Il y a une petite déconnexion de l'application, Mais mais t'appelles quoi une petite c'est déconnexion? léger. C'est quelques secondes? Oui, voilà. Ah oui, ok. Ça prend bon, quelques secondes à 1 ou 2 minutes. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait de décider de changer de serveur. Ouais, c'est ça. Comment ça Ouais. se passe? Est-ce qu'il y aurait une routine, quelque chose dans Azure qui pourrait inciter le client en disant, bon, là, vous êtes quand même à la limite, et il serait peut-être intéressant de... Est-ce il y a un système comme ça qui... Non? Oui, alors dans le monitoring de la machine, effectivement, Sans- il va pouvoir conseiller des offres, en fait. On va en parler après. Effectivement, il y a Et en des restant sur chapitres le sur le prix, monitoring. Ouais. comment on est facturé? Comment ça se passe? C'est un débit? On s'est enregistré avec notre numéro de banque? Comment ça se passe au niveau d'Azure? Alors, on s'enregistre avec une carte de crédit et alors il y a deux modes, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'honnêtement, ces questions-là, il vaut mieux les poser à quelqu'un de Microsoft. Je m'occupe assez rarement des prix et autres. Mais ce que j'ai constaté dans ma pratique personnelle, c'est que je peux me mettre avec une limite. Et donc, quand ma limite est atteinte, bah, c'est mort. J'ai plus accès. Alors ça, c'est pas mal pour un usage personnel où on veut faire du testing, du POC, mais on se dit, OK, je consacre pas plus que autant d'euros par mois. Et après, bon, ben, tant pis, je choisis à ce moment-là. Ou alors, on peut aussi avoir un pay as you go. C'est-à-dire, on paye à la consommation. C'est ça. Mais de toute Mais façon, on connaît les estimations à l'avance. Donc, a oui, priori, on sait combien ça va nous coûter, quoi. non seulement on les connaît à l'avance, mais en cours de route, on peut les consulter à tout moment. C'est C'est un ça. peu Bah, on comme est... avec le téléphone, quoi. Je dirais, c'est un peu la différence entre les cartes prepaid Ouais, c'est ça. Ouais. et Mais l'abonnement, attends, quoi. on connaît pas à l'avance. Enfin, on estime Tu parce que estimes, on va oui. payer la base de données et après c'est les requêtes. Et là, les requêtes, tu vas en faire 10 000 dans le mois et puis le mois d'après 10, ça va pas être le même coût, hein. On paye par Non, requête? mais Non, dans le live, mise à jour, en non, update. Enfin, Non, on je parle. paye en fait par la consommation, la selon le type de consommation, machine voilà. qu'on va choisir. Oui, C'est ça. voilà. Donc, si on choisit ici, C'est on des voit, DTU. par Mhm. exemple, il y a le niveau, on va dire S0, qui est le standard de base. Le premier standard, c'est estimation 13 euros par mois. Mhm. Environ 13 euros par mois, c'est le environ, c'est parce que on peut arrêter l'instance ou la redémarrer. Mais est-ce que 13 euros par mois, ça risque de devenir 20, 25 euros parce qu'on fait plus d'accès ou moins d'accès à la base? Non. Euh, On paye est-ce que 13 est-ce euros, que je pense, et c'est un prix, entre guillemets, fixe. c'est un prix moyen, on va Bah, c'est un dire. prix moyen parce que Microsoft, quand tu payes par mois, tu vas louer une base de données à l'heure.
Donc lui, il va Voilà. estimer selon les mois à C'est ça. 31 et Mais 30 jours, oui, 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 c'est ça. 744 heures par mois. Voilà. C'est ce C'est que ça. tu as. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des coûts supplémentaires. Le seul coût que je verrais supplémentaire, effectivement, si je me rappelle bien, c'est un coût de bande passante. C'est-à-dire pour faire accéder à la base de données, il faut pouvoir faire une requête. Donc il y a effectivement un trafic qui rentre et un trafic qui sort, C'est qui est ça. très léger. Et donc là, effectivement, il y a peut-être des coûts de quelques euros supplémentaires pour ça. Mais je pense qu'il y a une calculatrice sur Azure qui permet de Il y a une calculer ça. calculatrice, c'est pour ça que Oui, tout à l'heure c'est je très disais que les transparent. 5 premiers gigas, ils sont gratuits. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Oui, 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 juste. Exact. Mais c'est Il l'était il y a vraiment un an. très transparent. On sait le voir pendant l'utilisation. Ouais. On sait vérifier ça. Et il y a une Et donc, chose. on peut plus ou moins Maintenant, pour estimer quand on connaît son projet. Oui, c'est ça. Voilà, Ouais. On peut c'est se ce que donner une j'allais fourchette, hein. souligner, c'est que finalement ça force aux bonnes pratiques. Donc j'ai déjà expliqué comment ça allait forcer aux bonnes pratiques au niveau du code, puisque vous allez rester le seul poste de coût, hein, si Mhm. je puis dire. Désolée de sentir le petit sourire dans ma voix. Non, non, mais Et on ne fait que du bon développement, donc ça, ça je ne nous n'en pose doute aucun pas. problème. Voilà, exactement. Et si jamais vous avez des soucis pour optimiser le code, C'est ta faute. vous pensez à vous pensez à contacter des DBA qui adorent faire ça. Voilà. Voilà, comme moi, par Voilà. exemple. Alors, quand je dis ça encourage aussi aux bonnes pratiques, c'est-à-dire que dans le life cycle logique d'une application, normalement, il y a une phase de test où on peut simuler quand même, faire des montées en charge et voir un petit peu ce que ça consomme. Ici, ça va prendre tout son sens. C'est ça, ce que j'allais peut-être souligner aussi, mais dis-moi si je me trompe. Ce que je dis parfois moi, aux personnes qui veulent aller sur Azure, c'est qu'ils peuvent choisir, par exemple, un niveau de base de données ici, je reprends mon S0, qui est le niveau minimum pour le standard, qui leur donne une taille de base de données, des accès, des performances. Mais si à un moment donné, ils se rendent compte que, tiens, on arrive à Noël, et à Noël, on a besoin d'avoir beaucoup plus de puissance parce qu'on va avoir plus d'accès sur mon site internet ou sur mon système, tu peux monter, ça on l'a dit, mais tu peux redescendre par après aussi. Oui, tu vas pouvoir en oui. janvier revenir et dire, j'ai plus envie de payer mes 300 € tous Absolument. les mois. Quoi. Ouais. Et même si tu as un gros job à faire tourner, tu peux le faire le temps du job. Hein. Ah oui, C'est exact. tout à fait. Ah oui, oui, oui. C'est extrêmement flexible. Pendant 1 heure, tu augmentes parce que tu as besoin de puissance, 1 heure après, tu rediminues. Quoi. Voilà, par exemple, un chargement, Ouais, ça c'est quelque cool. chose comme ça. Non, tout Donc, à fait. c'est vraiment très chouette. Ok. Et pratiquement, alors, ça se passe comment quand on veut créer une base de données? Donc, on a parlé, on a un portail, je suppose qu'on va dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? On entre quoi, à part le nom de la base de données? Mais en fait, on va donner le nom de la base de données, puis on va choisir le type donc d'offre qu'on va choisir. C'est ça? Le niveau d'offre, on va donner un nom à la base de données. On va pouvoir préciser une collection si on le souhaite. La zone aussi. Alors ça Ah peut oui. être intéressant. La zone dans laquelle la base de données est créée. Si je ne dis pas de bêtises, ça peut avoir un impact sur la législation qui est appliquée sur les données, à vérifier, hein. Mais Oui. de toute façon, je vous conseillerais, si vous êtes ici en Europe, de choisir Europe occidentale, ça c'est certain. Ça a peut-être un impact sur la législation, mais on en a parlé peut-être un petit peu aussi sur aussi l'aspect performance. Parce que moi, Bien sûr. j'ai des clients qui sont parfois à volonté internationale, et dire des utilisateurs vont accéder aux données aux États-Unis, forcément là, elles sont plus rapides si la base se trouve sur le sol américain, et donc on peut ainsi avoir des données qui se trouvent répliquées ou qui se trouvent installées dans le pays où les utilisateurs ou les clients se trouvent. Quoi. Oui. Ça c'est bien. Ouais. Alors, autre chose aussi, c'est que je dis, bon, créer une base de données, là, tu parlais d'aller par le portail. En fait, il faut savoir qu'à partir du Management Studio, ou même à partir de Visual Studio, et j'encourage fermement tous les développeurs qui travaillent dans Visual Studio et sur SQL Server à utiliser les SQL Server Data Tools et pas à se fatiguer à aller dans le Management Studio, c'est pas nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin est dans les Data Tools. Vous pouvez, à partir de Visual Studio, déployer directement votre database vers Azure. C'est ça c'est l'autre question que j'allais poser. Donc, en fait, on va utiliser peut-être le portail pour créer la base initiale et choisir le plan de facturation qu'on souhaite, mais après, le développeur ou les développeurs, ils n'ont même plus besoin d'aller sur le portail. Eux, ils vont utiliser des outils classiques dans Visual Studio, faire leurs requêtes là-dedans, voir leur DB, leur table, etc. Absolument. Mais tu peux même le créer déjà à partir de là. Bon, je trouve que tu as moins de visibilité que quand tu es dans le portail, mais tu peux déjà la créer à partir de là, oui. C'est ça, oui. Et c'est pour un utilisateur qui aurait déjà travaillé avec un SQL normal, qui existe, qui est installé par défaut aussi avec Visual Studio, il y a ce qu'on appelle une local DB qui est installée, qui est un mini SQL Server. Il faut savoir que c'est les mêmes outils. Donc on ne voit pas la différence, quoi. Et parfois, il y a des petites subtilités quand même. Hein. Des subtilités dans le langage, oui.
C'est-à-dire des limitations ou des choses qu'on ne Oui, peut pas et faire, c'est ça? dans le GUI aussi, hein, au niveau de l'interface graphique, vous n'allez pas avoir, bon, bah, par exemple, vous verrez pas exactement la même chose dans l'arborescence à votre gauche, et au niveau des écrans graphiques, vous aurez moins de choses. Ça se passe un petit peu différemment. Mais Ouais. Dans Visual Studio, j'ai pas vu beaucoup de différence, moi, à ce niveau-là. non, Peut-être dans non. le SQL Dans Management le Studio. Management Studio, un peu Ouais, plus. c'est Ouais. ça. Ouais, ouais. Ok, non, c'est bien. Et donc oui, on en a déjà parlé, mais on entend souvent parler de bases de données élastiques. Et Oui. donc ça, tu sais nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, en fait, les bases de données, bon, on a déjà vu qu'on avait une certaine flexibilité, à savoir qu'on pouvait modifier le niveau de service de base de données si on le souhaitait. Ça, c'est une première chose. Mhm. Et en fait, en utilisant ce mécanisme d'élasticité, Microsoft va vous proposer de travailler éventuellement avec des pools de bases de données. Alors, si vous avez plusieurs bases de données, l'idée va être plutôt que de garantir que chacune de vos bases de données puisse atteindre, par exemple, 100 DTU, parce que chacune va en avoir besoin, mais peut-être pas nécessairement au même moment. On va vous proposer, après analyse de la consommation, donc par exemple, ça fait un mois que vos bases de données tournent, et puis sur Azure, on va vous dire, tiens, on a constaté que vous avez autant de databases qui seraient des bonnes candidates pour travailler en pool. Parce que du coup, on va pouvoir avoir un modèle un peu moins exigeant. Donc, on va provisionner moins, mais on va avoir la possibilité d'avoir un pic qui est suffisant au moment où la database en a besoin. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Voilà. pour Donc, moi, ça me paraît. Mais c'est une c'est de la opération. consolidation de ressources, en Et fait, qui propose ça? C'est automatiquement, enfin dans Microsoft ou Azure. Azure, ils vont Voilà. d'office Donc, nous envoyer ce genre d'informations. il vous l'envoie pas, mais vous la récupérez dans le portail. Donc, dans le C'est ça. portail, il y a moyen de dire, ah bah tiens, je créerais bien un pool élastique. Et alors, quand vous allez lui dire, tiens, je créerais bien un pool élastique, il va dire, ben voilà, regardez un peu votre consommation et voilà ce qu'on vous propose. Si vous mettez ces 15 databases-là dans un pool, vous allez gagner autant. C'est ça, Et mais donc, c'est quand même une opération, je dirais, manuelle au départ. Il faut qu'on aille nous-mêmes demander d'utiliser cette option oui, il va de pas pool vous mettre élastique, dans un pool sans sans le votre dire. avis et vous n'allez pas recevoir un email en disant cher DBA, cher développeur, nous avons constaté que non. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même déjà assez chouette évidemment. Ok, non, c'est très bien. Ça permet d'évoluer en tout cas. Ouais. C'est sûr. Au Ok. niveau de l'optimisation, quand on a nos bases de données comme ça qui sont en ligne, euh, le dashboard, comment il se présente, comment on peut nous suivre si tout va bien, tu sais, qu'est-ce que nous propose Azure en fait à ce niveau-là pour un petit peu euh, bah, nous s'assurer du bon, comment dire ça, de la bonne santé de nos données. Comment ça se passe au niveau du dashboard à ce niveau-là? On a quelque chose de sympa? Oui, alors, donc, on a, en plus de nos outils classiques qui peuvent être tout à fait utilisés, on a un système de monitoring qui est intégré dans le portail Azure et qui est vraiment sympathique. Donc, qui va proposer de travailler avec des événements et des alertes. Donc, on va pouvoir définir des règles avec des thresholds. Donc, de dire, par exemple, tiens, quand je suis au-delà d'autant de DTU, ben, j'aimerais que tu m'envoies un email ou que tu signales une alerte, etc. Donc, on va pouvoir mettre ça en place si on le souhaite. Donc, par exemple, ça va être sur l'utilisation du CPU, sur le pourcentage d'utilisation d'IO, sur la taille de la database, sur les connections qui seraient failed, sur les deadlocks, etc., etc. Donc, tout ça. On vient de dépasser 150 euros. Envoie-moi un email. Oui, alors ce ne sera pas basé sur l'argent en tant Non, que non, tel. non, je sais bien, je plaisante. Mais le pourcentage d'ITU peut être intéressant, Et oui. les alertes, Donc en c'est fait, effectivement des emails ou ce genre de choses? Qu'est-ce qui est utilisé en général? Alors, bah ça, c'est un peu notif. à chacun de voir. Hein, si, mais de toute façon, je ne pense pas qu'on fasse nécessairement l'économie du DBA parce qu'on est sur une database Azure. Sauf si on est en mode peut-être développement. Ça, c'est une chose. Non, non, tout à fait. Mais sinon, ben, je veux dire, normalement, le matin, le DBA, il fait le tour de sa ferme. Il va voir si toutes les bêtes vont bien. Si je puis dire.
entre guillemets. Ben, c'est un peu ça. Et il se fait envoyer des mails aussi. Bon, ici, bah, c'est pareil, hein. C'est exactement la même logique. C'est juste l'outil qui est consolidé et concentré dans le portail Azure. Maintenant, je peux parfaitement la monitorer avec ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je peux faire aussi du PowerShell. Je peux récupérer certaines choses de cette façon-là. C'est ça, mais Voilà. donc de base, une alerte, c'est configurer, comme tu dis, une règle pour dire si je dépasse autant de DTU, autant de CPU, je reçois un mail. Mhm. Un mail est Voilà. envoyé au DBA pour dire ah, il y a quelque E- chose, il faut faire. Exactement. Exactement. Un peu Ok, comme on le ferait avec SCOM, par exemple. Voilà. ok, Alors, à côté de ça, j'ai aussi des outils qui vont me permettre d'avoir des informations au niveau de ma performance, et ça, c'est chouette. Un peu comme on a l'habitude de faire, par exemple, avec le data collector, enfin des outils vraiment spécifiques propres à SQL. Donc, il va nous proposer dans les services de database, il va nous proposer d'avoir un œil sur les index et le tuning qui est éventuellement possible. Il va nous proposer également de voir les performances des requêtes. ah ouais, Donc, ça, c'est chouette parce que justement, on a vu que le coût, bah, finalement, la maîtrise de coût qu'on avait, c'était par rapport à la consommation qui allait être faite sur le serveur. Eh bien, on a des reportings et on peut savoir quelle query va manger quoi comme DTU. Donc, on peut vraiment épingler le développeur. Ça en revient encore à lui, hein. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'est-ce que qu'on ferait sans lui, hein? bah Qu'est-ce oui, qu'on ferait voilà. sans lui. Mais c'est vrai que c'est Après, intéressant de parce là, que on Mhm. peut voir effectivement, et nous on l'utilise souvent aussi, une application quand elle est mise en place, bah forcément il y a des points d'achoppement, il y a des points qu'on n'a peut-être pas pensé aussi bien dans le développement ou dans la mise en place, et donc on se dit c'est où est-ce que ça bloque. Et c'est vrai que ce genre d'outil, ça permet à ce moment-là de retourner la requête ou les requêtes qui prennent le plus de pourcentage d'utilisation, de CPU, de quantité de mémoire ou de Mhm. données. Ouais. Voilà, Nous on en a besoin voilà. de ça. En tant que développeur, on a besoin de ça, ça c'est clair. Absolument, absolument. C'est le départ d'une saine collaboration. Ouais. De là à imaginer qu'on fasse un report avec l'application qui a mangé le plus de DTU, c'est encore autre chose. Mais on pourrait, Ouais, ouais. enfin, moi, C'est moi, sur des serveurs consolidés, ce sont des choses que je fais, hein, c'est- histoire de voir c'est comme dans ça le qu'on trou. optimise, hein. Après, on peut optimiser les applications et les rendre plus rapides et tout le monde est content, hein. Voilà, voilà. Pour les applications qui sont développées dans la maison, bien sûr. Si Oui, vous constatez que c'est le SharePoint qui mange tout, enfin, voilà, c'est autre chose. SharePoint ça a l'air Online, d'être du c'est bien. vécu, ça. Bah, lui, en général, il a ses serveurs dédiés, ou de toute façon, la conclusion, c'est souvent aussi, bah, SharePoint Online, c'est pas mal, hein, franchement. Ouais, ouais, ouais. Peut-être un avant-dernier point sur lequel on n'a pas réellement encore abordé, c'est tout l'aspect sécurité. Si on parle de données, bah, surtout dans le cloud, moi c'est souvent les questions que j'ai, en tout cas des personnes avec qui je parle du cloud, c'est quelles sont les possibilités de garantir qu'elles ne sont pas accessibles aux utilisateurs, d'être certain que je ne vais pas avoir de problème, tu vois, des problèmes de sécurité d'accès aux Mhm. données. Comment ça peut se passer? Qu'est-ce que Azure de manière générale et qu'est-ce que Microsoft met en place sur ça? Alors, au niveau des bases de données SQL dans Azure, il faut savoir qu'on bénéficie des dernières fonctionnalités qui ont été délivrées par Microsoft, enfin qui vont être délivrées plutôt, puisqu'on n'est pas encore en release. On espère ça d'ici l'été de SQL 2016. C'est-à-dire qu'on va avoir notamment le Always Encrypted qui est possible. Ah ouais. Alors, le Always Encrypted, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un mécanisme qui garantit que la donnée est encryptée non seulement dans la table, mais au moment où on va la chercher, dans l'application, etc. C'est géré par des API au niveau du code. Donc, c'est de nouveau la responsabilité du développeur ici. Voilà. Ouais. Alors, donc là, je suis vraiment au niveau le plus près de la donnée. Il y a le Always Encrypted. Donc, OK, ça passe par Internet, mais de toute façon, c'est complètement encrypté. On a le Transparent Data Encryption, ça existe déjà depuis un certain temps, donc c'est la possibilité effectivement d'encrypter le contenu de la table, tout simplement. Alors à côté de ça, on va aussi avoir tout ce qui est contrôle d'accès. Donc comment est-ce que la sécurité sur une base SQL dans Azure va fonctionner? On a deux cas de figure. On a un cas de figure où on va fonctionner, enfin c'est comme sur les serveurs SQL, hein. On va travailler avec des logins qui sont purement SQL
Et donc, Mhm. avec le compte de souscription, on va créer ces logins et ce sont eux qui auront accès. Ou on va pouvoir travailler avec une Active Directory Azure, soit qui existe purement dans Azure, soit qui est connecté. Et là, on n'a pas encore du tout évoqué quelque chose qui est quand même très très important, qui est l'aspect hybride. Donc le fait de faire fonctionner ça avec des ressources locales, évidemment. Et Mhm. donc, on a la possibilité actuellement d'avoir dans Azure une Active Directory qui est fédérée avec l'Active Directory que vous avez on-premise et qui est utilisée pour s'authentifier. Donc, on reste sur le même scénario de ce côté-là. Donc, on peut imaginer, vous vous loguez avec votre login de domaine de la même façon. Pour la protection de données, de nouveau, comme on est sur une version qui est équivalente à la future version 2016, on a aussi le Raw Level Security. Donc, on sait mettre des permissions maintenant avec un filtre au niveau de la row et non plus simplement au niveau de la table ou de la colonne, comme on faisait avant. Et on a aussi le Dynamic Data Masking, qui est aussi une nouveauté. Et Donc, qui ces permet nouveautés, de... ces Le nouveautés dont tu parles, c'est parce que c'est intégré, ça sera intégré dans SQL Server 2016, mais donc si je comprends bien, elles existent déjà au fur et à voilà, mesure dans SQL Azure. Donc on a déjà voilà, dans SQL Database des fonctionnalités qui n'existent pas encore de manière classique dans le exact. serveur, quoi. Et ça, c'est typique du monde Azure, en fait. C'est ça, ouais, et on les reçoit Euh, déjà dans le système. quand Microsoft nous dit Cloud First, dans le Cloud First, il faut entendre le fait qu'ils commencent par finalement utiliser leurs produits dans ces couches-là. Ce qui permet aussi que quand on les achète en mode box, si je puis dire, ils ont déjà été bien éprouvés. C'est ça. D'où le Ouais. progrès dont je parlais tout à l'heure. Alors, Ok. après, bon, après ces techniques diverses de sécurité, on a à nouveau dans le portail un système d'audit et de détection de traite qui sont à disposition. Ouais, c'est ça, Donc, un peu les comme outils tout à sont l'heure, là. quoi. Ok. Voilà, exactement. Et on a évidemment un pare-feu, un firewall qu'on peut Oui, configurer pour dire qui a accès. voilà. Donc, par défaut, effectivement, par défaut, on n'y accède pas. D'ailleurs, j'ai déjà eu des petites blagues, entre guillemets, en faisant des démos. Parce qu'effectivement, si j'oublie au moment où je me connecte sur un nouveau réseau de dire, tiens, l'adresse que j'ai actuellement, tu veux bien l'autoriser, ben, au moment où je fais ma démo, Ça marche boum, pas. Ouais, je c'est ne ça. peux pas me connecter. Donc voilà, c'est très efficace en fait. C'est ça, ok. Et tu sais si Microsoft propose des clauses, je vais dire un peu légales par rapport à l'aspect confidentialité? Parce que, enfin, je connais un peu la réponse, hein, mais je sais que moi, souvent, on parle d'aspect sécurité, donc ça, c'est l'accès, donc dire qui peut y accéder, etc. Mais l'aspect confidentialité, c'est souvent ce que les clients me rétorquent, c'est je veux pas que mes données soient en dehors de ma société, soient mis dans le cloud parce que je sais pas, ok, j'ai confiance en Microsoft pour l'aspect technique, mais qu'est-ce qu'il va faire avec mes données? Donc on a parlé de l'aspect cryptage. Maintenant, il faut savoir que Microsoft donne aussi des garanties en termes de confidentialité, de manière contractuelle. Bon, après, évidemment, Mhm. il faut leur faire confiance, mais ça Ce existe. sont, en fait, ce sont des sujets qui sont assez brûlants parce que je crois qu'il y a encore eu dernièrement un conflit, mais je pense que c'était Google ou Amazon, je sais plus, aux États-Unis pour des accès à leur base de données à la NSC. C'est ce genre de choses hein, qui peuvent Ouais, éventuellement effrayer. Mais ça, de nouveau, ça se règle sur la base contractuelle. Et puis, effectivement, bah, des gens qui vont travailler dans le secteur de la santé ne pourront pas nécessairement accepter de mettre leurs données ou autres. C'est une chose. Maintenant, de façon plus philosophique, j'ai déjà eu des clients qui disaient, ah non, non, mais jamais dans le cloud. Et puis, on disait, mais vous savez que vous avez Salesforce ouais, c'est et ça. qui voilà où je disais simplement mais tu sais que je suis ici pour faire un audit et que tous les soirs je m'envoie par mail les informations pour pouvoir continuer mon rapport et donc en fait les gens ont le réflexe naturel et ils ont raison d'avoir peur de cet accès aux données. Mais de nouveau, ça va être encadré par un contrat, avec un choix qui va se faire, etc. Alors que de façon insidieuse, ils ont déjà des canaux, leurs données sont déjà quelque part sur Internet aussi.
C'est Et ça. puis ce sont des gens qui ont des comptes Gmail. Et Voilà, voilà, Ben, exactement, et qui vont envoyer un backup ou qui vont envoyer un reporting Excel financier sur leur compte Gmail, etc., etc. Donc, voilà. mais ce sont des discussions qui sont effectivement intéressantes. juste ce que je vais peut-être relever, c'est simplement quand on regarde les clauses de confidentialité, je mettrai le lien aussi dans les notes de l'émission et il est présent ici sur le slide, mais Microsoft a quand même pris la peine aussi d'essayer de se conformer à toute une série de normes légales Mhm. d'organisation, etc. Donc il y a la norme ISO 27001 par exemple, il y en a toute une série d'autres, Oui, pour quand même essayer de rentrer dans des conditions, soit pour des aspects gouvernementaux ou autres. Donc ils essayent quand même de garantir un petit peu ça. Bon, après, il y a encore une fois l'aspect de confiance, mais ça, c'est comme tout produit, tout système ou service qu'on peut acheter. mhm. C'est Il est-ce faut qu'on va savoir savoir? quand même qu'il y a des banques, par exemple, je pense que c'est la KBC, eh bien, ils sont sur Office 365 depuis un an ou deux, donc ils ont leurs données qui sont, en tout cas une bonne part de leurs données qui sont dans le cloud, et puis C'est les ça, gens ouais. travaillent. Et donc pour qu'une institution bancaire accorde ce type de confiance, je pense qu'on a un indicateur qui est quand même assez sympathique. Ça commence à être... Oui, oui, voilà, tout à fait. Ok. Concernant maintenant une chose qui m'intéresse personnellement au niveau de SQL Database, c'est concernant une application que j'ai en local avec une base de données qui ne serait pas SQL Database. Comment ça se passe au niveau des migrations? C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai moi en local? J'ai par exemple une SQLite, une NoSQL éventuellement. Euh, Comment je peux migrer facilement mes données? Et inversement, comment mon client pourrait récupérer aussi ces données? Comment ça se passe au niveau d'Azure? Moi, j'ai l'habitude d'avoir un browser qui va me permettre de naviguer dans mes tables quand je veux regarder en phase de développement différentes choses ou taper des requêtes en live sur la Mhm. base. Mhm. Maintenant, je veux migrer, je veux passer sur Azure. J'ai pas forcément du SQL Azure, enfin du SQL Database. Il y a quelque chose qui existe. Comment Alors, ça se passe la migration? En quelques donc, mots. tu parles d'une migration d'un format qui n'est pas du SQL Server vers un autre Qui est du format, ou SQL. Donc voilà, c'est une base de données c'est une base de SQL données SQL, relationnelle. mais qui Voilà, est locale. C'est par ça. exemple. Voilà. Voilà. Ben, en fait, c'est pas bien méchant. Quand on est dans le Management Studio, on va avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle un backpack, en fait. Alors, un backpack, c'est un format de fichier qui contient à la fois la définition et le contenu de la database. Donc, c'est un petit peu D'accord. différent du DACpack que vous connaissez peut-être comme développeur, le Data Tier Application, qui lui contient uniquement la définition de la database et qui sert au déploiement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Si Mais vous- souvent, ce que nous on utilise, enfin souvent, ce qu'on utilise parfois Mhm. aussi, c'est des backups. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on peut pas transférer un backup classique, un point back, un backup qu'on réalise avec SQL Server local et puis qu'on se dit tiens, hop, je veux le restaurer en quelque sorte sur le serveur Azure. Alors, en fait, c'est parce qu'il y a des petites différences. Si vous êtes dans Visual Studio, par exemple, et que vous avez un projet de type database dans SQL Data Tools, Oui, vous pouvez donner le niveau de compatibilité de database que vous souhaitez. oui. Et donc, vous pouvez lui préciser que vous souhaitez avoir une database qui est destinée à Azure. Et il va veiller au moment du build à ce que vous respectiez certaines règles, parce qu'il y a quand même des légères différences. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas simplement Ouais. travailler avec Avec les formats locaux, quoi, de la oui, DB locale. voilà, avec les formes. Donc, il y a des petites formalités à l'arrivée, si je puis dire. C'est vrai qu'en tant que développeur, il y a peut-être des choses dont on n'a pas parlé, mais que Azure souvent ne permet pas de faire par rapport à SQL local, classique. Ça se limite de moins en moins, je trouve, mais il Oui. y a des choses, par exemple, SQL Azure, c'est forcément, entre guillemets, c'est une base de données partagée, puisqu'on ne sait pas où elle se trouve, donc il peut y avoir sur le serveur pas une seule DB, mais il peut en avoir plusieurs d'autres personnes. Et donc il est impossible dans SQL Azure de venir écrire des requêtes qui vont accéder à d'autres parties de mémoire d'une autre application, ce qu'on peut faire en SQL normal avec soit du développement C# ou du développement autre. Et donc là, il y a effectivement à ce moment-là quelques petites limitations de ce côté-là. Mais ça devient quand même de moins en moins différent. Hein. Je trouve que Mhm. Mhm. elle se ressemble de manière beaucoup plus importante. Ouais. Oui, alors en fait, dans les slides que tu vas donner, je pense qu'il y a le lien vers les petits points qui pourraient coincer. Et c'est une liste qui est mise à jour, évidemment, de façon... Ouais, ouais, on retrouve ça. Ouais. voilà.
Ok. Alors, autre chose aussi, donc moi je parlais du backpack qui est une façon de le faire. Maintenant, vous avez aussi un outil qui vous permet de le faire à partir du portail, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a pas mal, il y a pas mal, c'est assez simple. C'est franchement, c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant de travailler et de déplacer une base de données vers SQL Database. Et si c'est... Voilà. Inversement, Ouais. c'est difficile. Inversement, c'est-à-dire? Récupérer une base de données d'Azure, Non, ça va être un moi, peu le même chemin, hein. j'y étais pas parvenu. À une époque, D'accord. il y a 2 ans de ça, en utilisant Mobile Services, j'avais pas pu récupérer mes données. J'ai dû faire moi-même une requête et puis m'envoyer des JSON, des paquets JSON que j'avais fait le Oh, gros truc tout pourri, quoi. ah Euh, oui, oui, oui. Parce que incapable de récupérer la base de données. Non, je crois Ah qu'il bon. il doit y avoir un bouton aussi pour télécharger l'équivalent. Il s'appelait peut-être pas à l'époque Backpack, mais il doit y avoir ça maintenant, Backpack, non? ça existe quand même depuis 5-6 ans comme type de format. Mais ce qui était compliqué au départ, c'est qu'on devait définir un storage, un blob Ah storage ouais, pour aller le mettre dedans, puis aller le reprendre, etc. Maintenant, tout ça, toute cette tuyauterie est automatisée. Et ça c'est évolue peut-être ça tellement, alors. oui. Oui, 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 vraiment. Par contre, c'est peut-être plus compliqué, c'est si le format n'est pas du SQL Server local. Si on a, comme disait Christophe, un SQLite par exemple ou un NoSQL, comme c'est pas les mêmes formats, à la limite c'est même pas une base de données relationnelle si on prend du NoSQL, Oui, là, on ça va être tombe plus sur autre compliqué. chose. On C'est tombe ça. sur autre chose, hein, c'est une autre problématique. Maintenant, bah, typiquement, dans ces cas-là, on travaille avec un outil type ETL, comme Integration Service, si on est sur du Microsoft, ce qu'on peut supposer. Par C'est contre, ça. je ne me suis jamais posé la question, mais a priori, oui, il n'y a pas de raison qu'un package SSIS, par exemple, ne puisse pas accéder vers une base Azure, hein. Donc, on Oui, pourrait c'est ça, pour imaginer. faire de la conversion. Donc les packages Oui, SSIS, voilà. c'est des outils de conversion intégrés. Mais ça se fait à ce moment-là depuis le serveur local qui se connecterait sur la base Azure pour pouvoir le transférer. C'est ça. En fait, c'est un service, hein, c'est un service local, Integration Service, qui fournit une sorte de pipeline de transformation qui fonctionne en C'est ça. mémoire et qui va se connecter à des sources et à des destinations de tout genre. Donc, voilà. C'est ça. Et donc on peut à ce moment-là effectivement, mais il faut mettre un peu peut-être de code ou de configuration pour transformer et dire telle donnée dans tel format, elle C'est se retrouve ça. à tel endroit de l'autre côté, quoi. Ouais. Oui, oui, Donc voilà, c'est faisable, mais c'est plus compliqué, mais c'est réalisable. voilà. Après, il y a peut-être des outils spécifiques qui existent, mais au niveau Azure en tant que tel, oui, désolé pour les les petites Ça, alertes son. ça fait gling. Voilà. Oui. Ok. Ben, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Donc, je pense que on a présenté pas mal de solutions, d'outils disponibles en tout cas dans SQL Azure. Et moi, je trouve que c'est effectivement un service très très intéressant qui comprend tout ce qui est nécessaire pour à la fois des développements professionnels, donc tout ce qui est niveau de service, monitoring, sécurité, confidentialité, on en a parlé aussi. Et alors, tout ce qui est processus de migration. Et tout ça, on l'a vu, c'est quand même pour un prix relativement modeste. Ça passe de 5 euros à forcément quelques milliers d'euros si jamais on veut aller de manière beaucoup plus importante, mais ce qui est en général très modeste pour une société qui va enregistrer ce genre de quantité de données. Mhm. Juste un petit truc qu'on n'a pas mentionné, un scénario pour lequel les databases SQL sur Azure sont intéressants aussi, c'est si vous développez vous-même un produit de type SaaS. Oui, Euh, c'est-à-dire. donc, Software as a Service. Donc, Oui, vous avez créé Salesforce, par exemple. Bah, au début, vous savez pas ce que vous avez ce que vous allez avoir comme succès, comme client, etc. Et vous savez pas nécessairement comment vous allez pouvoir adresser la demande, avec le risque de vous retrouver à un moment coincé par votre succès et votre service qui se dégrade, et puis mhm, les clients qui finissent par vous fuir. Hein, un peu comme une chaîne de production où on ne s'est pas assuré, voilà, tout le monde commande une voiture bleue et on n'arrive pas à suivre avec les voitures bleues, et boum, les ouais, gens sont repartis. Ici, justement, on a cette possibilité, comme on l'a vu, de pouvoir monter en puissance de façon très réactive et très rapide, c'est et ça. de pouvoir adresser ce type de problématique. Voilà. Ok, parfait, oui, c'est vrai. Juste avec un petit curseur, effectivement, on peut à ce moment-là changer de modèle. C'est très bien. Tu sais nous parler, je sais pas s'il y a des nouveautés qui sont apparues récemment dans SQL Database Azure. Des nouveautés, il y a celle que j'ai citée tout à l'heure, hein, Oui, notamment au niveau sécurité. Voilà, donc on a déjà une série
comment dire, on est déjà en V12 sur Azure. Donc oui, on n'est pas exactement sur les mêmes niveaux de version Mhm. que on-premise. C'est ça, Maintenant, on est toujours un peu en avance, quoi. voilà, mais te lister de mémoire, là, je suis désolée, Non, je suis perturbée par. c'est déjà bien avec déjà ici ce qu'on a déjà repéré. Je ne sais pas, Christophe, si toi d'autres questions, d'autres remarques? Non, je suis vachement content. J'ai appris pas mal de choses. Il y a Ouais. des trucs que j'ai pas tout compris. On parle de cloud, de pool, de ferme, mais sinon, c'était. Tu iras leur donner à manger tous les jours au matin. Ouais, il y a des choses, ça m'a un peu dépassé. Non, mais c'est super. Et des questions, il y en a toujours 10 000 sur Azure parce que ça évolue trop vite. Mais Ouais. j'en ai pas Ah, trop. Non. c'est sûr que c'est parfois terrifiant, hein, de se tenir à jour sur le sujet, mais je pense qu'il faut se mettre en mode consommateur et apprécier ce qui arrive. Mais Voilà. c'est valable, je pense, dans tous les services aussi Azure. Hein. Les autres services, je pense, évoluent avec la même vitesse et ça devient effectivement effrayant si on veut en suivre quelques-uns et pas juste se concentrer sur un, ça c'est clair. Moi, j'en suis convaincu. La seule chose qui m'effrayait au départ, c'était le coût. Savoir estimer combien ça va dépenser. Mais finalement, effectivement, on se rend compte que ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir tout chez soi. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est ça, hein, c'est parce pour l'instant, le coût, je vais pas dire que c'est un gros mot, mais on n'a pas l'habitude d'être dans ces notions de coût. C'est-à-dire, oui, au début du projet, quand on dit il nous faut telle machine, et encore comme c'est des VM, tout ça est devenu un petit peu abstrait. On parle pas du coût des personnes dans l'entreprise, hein, c'est aussi un petit peu, enfin, on va parler de jour homme, mais ça va se limiter à ça. Et ici, ben, on a de façon brute la carte des menus avec les prix qui sont affichés. Donc, c'est un changement un peu philosophique, effectivement. Voilà. Ok, ben, peut-être avant de nous quitter, tu sais nous dire, Isabelle, comment, si quelqu'un veut te contacter, quel est le moyen le plus simple, un compte Twitter ou autre chose? Alors, le plus simple, c'est mon email, en fait. Ouais. Donc, voilà, je pense qu'il était mis en début de Ouais, présentation. on mettra Voilà. dans les notes également de l'émission, donc celui qui est intéressé, il suffit d'aller sur le site d'Evaps et il va le retrouver sans problème. Très bien, ben un grand merci en tout cas pour ta présence aujourd'hui et pour cette présentation d'SQL Azure qui est très très intéressante et très agréable. N'oubliez pas aussi pour les auditeurs que vous pouvez nous suivre en podcast audio, ce que font la majorité des personnes, mais également en podcast vidéo ou directement sur YouTube. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les retransférera à Isabelle si jamais ça concerne SQL Azure et qu'on ne sait pas répondre. Et envoyez-nous un message dans les commentaires de l'émission éventuellement ou simplement un tweet pour nous soutenir. Merci beaucoup, à bientôt en tout cas Isabelle et à bientôt Christophe. Merci. Merci.